Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous parler de la rafle du 14 mai 1941 et de l'internement des Juifs dans les camps du Loiret, donc de Pithiviers et de Beaune-la-Rhône. Il faut savoir qu'au début de la Deuxième Guerre, il y a à peu près 330 000 Juifs qui habitent en France. C'est une migration juive qui s'est faite sur plusieurs vagues, avec l'arrivée des Juifs russes, roumains et polonais dans les années 1880, puis l'arrivée des Juifs des États baltes, hongrois, roumains et à nouveau polonais après la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, on voit des arrivées de juifs d'Allemagne et d'Autriche. Ces juifs immigrés s'installent un peu partout dans Paris, qui comprend environ 2 tiers de la population juive, dans des quartiers que vous connaissez, La Roquette, Montmartre pour les juifs russes, le Plettzel, Belleville et le 20e arrondissement, Clignancourt, le 10e, le Faubourg Saint-Antoine, etc. On sait que cette immigration juive s'installe pour 60% dans les secteurs de l'artisanat ou le secteur industriel, et que l'immigré juif, en fait, cristallise malgré lui une triple menace, d'après les études de Mme Polanski, c'est-à-dire la menace économique, politique et culturelle, dénoncée alors par l'opinion publique, alors que les juifs immigrés ne représentent que 0,4% de la population française. Ce qui va enclencher en fait un sentiment de rejet. Et il va y avoir un certain nombre de lois passées entre les deux guerres pour limiter les naturalisations donc, de ces juifs immigrés. On sait qu'entre 1927 et 1940, environ 50 000 juifs ont été naturalisés français. Et à partir de 1932, on va avoir des lois restrictives vis-à-vis de cette immigration. Et qu'en 1935, on va même avoir un décret-loi instaurant un contingent pour les avocats, les médecins et les artisans. On va avoir dès 1938, dès novembre 1938, un décret pour l'internement de ce que l'on appelle les réfugiés indésirables. C'est-à-dire que dès 1938, sous le gouvernement Daladier, on va avoir des camps d'internement qui, à la base, visent principalement les réfugiés espagnols qui fuient la guerre d'Espagne. Or, cette loi va ensuite être développé, si je puis dire, ou agrandi pour inclure les juifs, et notamment les juifs immigrés. Il faut savoir que les camps en France, les camps d'internement, entre 1938 et 1946, ça touche à peu près 600 000 personnes, juives, espagnoles, tziganes, etc., dans plus de 200 camps dans l'ensemble de la France. Pour les camps particulièrement du Loiret, dont on va plus parler, on sait qu'entre 1941 et 1943, à peu près 16 000 juifs sont passés par ces camps d'internement, dont 4 700 enfants après la rafle du Veldiv. Et que de ces camps sont partis 8 convois vers Auschwitz. Donc, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'on a donc ce décret 38 qui autorise l'internement des réfugiés indésirables, le début de la Deuxième Guerre, l'installation du gouvernement de Vichy, et dès le 3 octobre 1940, le statut des Juifs, qui explique que donc est regardée comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive, race entre guillemets bien évidemment, ou de 2 grands-parents de la même race, si le conjoint est lui-même juif. Ce dont on parle un petit peu moins, c'est que dès le lendemain, dès le 4 octobre, on a une loi sur l'internement des juifs étrangers en zone non occupée, que vous avez ici, et qui donc explique que les juifs étrangers peuvent être internés sous décret. Le gouvernement de Vichy organise alors une commission en charge d'organiser et d'administrer ces camps d'internement. Cette commission est composée d'un inspecteur général, d'officiers administratifs, d'un directeur de police, d'un représentant du ministère des Finances et d'un représentant du commissariat général aux questions juives. Ainsi donc, dès avril 1941, donc le 22 avril, le représentant de l'Intérieur pour les territoires occupés, un préfet, le préfet Ingrand, est averti par les Allemands qu'ils veulent appliquer en zone occupée le décret du 4 octobre 1940 qui lui est appliqué en zone non occupée. Et c'est ce qui va donc nous mener à la rafle du billet vert. Donc qu'est-ce que c'est que cette rafle du billet vert? Donc vous voyez ici donc ces fameux camps. Alors là, vous avez tous les camps en zone non occupée, le camp de Gurs notamment, dont on avait parlé déjà pour la Haggadah de Pessah, le Vernet, Rivesaltes, Noé,
7 fonds dont vous connaissez tous à peu près les noms, les 1000. Et en zone occupée, vous avez donc ici Pithiviers et Bonne-la-Rolande, à côté d'Orléans. Vous aurez ensuite Drancy et Compiègne. Donc la rafle de billets verts, qu'est-ce que c'est? À peu près un peu moins de 7000 personnes, 6694 pour être précise, se voient remettre un billet vert, donc du type de celui que vous avez en haut pour M. Kinsman, billet vert qui les convoque dans un centre de rassemblement prévu sur Paris. Donc vous en avez plusieurs, il y en a un dans le 19e, 52 rue Pailleron, la caserne des Tourelles, boulevard Mortier, le gymnase Japy, la caserne Napoléon, place Baudoyer, etc., etc. Donc ils sont convoqués à 7h du matin à la date du 14 mai 1941 avec un proche pour examen de situation. Sur place, ces hommes doivent laisser leur carte d'identité, ce qui équivaut en fait à une arrestation. Et les personnes qui les accompagnent doivent aller leur chercher une couverture, du linge et de la nourriture pour 2 jours. Sur ces à peu près 7000 convoqués, 3710 vont se rendre à la convocation et vont donc se retrouver arrêtés sur le coup. Ils sont ensuite emmenés à la gare d'Austerlitz ou en bus, ou ils sont emmenés à Pithiviers et Bonne-la-Rolande par 4 trains spéciaux gardés par des gendarmes français. D'après un témoignage cité par David Diamant dans son livre Le billet vert, publié en 1977, il nous dit que sur ces trains, il y avait des petits encarts qui précisaient éviter tout contact avec la population, car dans ce train, vous aviez le signe de maladie contagieuse. Donc les gens ne devaient pas avoir contact avec les gens qui étaient à l'intérieur, parce qu'il y avait marqué maladie contagieuse sur les wagons. Donc ces wagons partent pour Pithiviers et Bonne-la-Rolande. On sait que 1570 personnes vont être internées à Pithiviers et un petit peu plus à Bonne-la-Rolande. Les journaux de collaboration parlent de cette rafle sans aucun problème et présentent ces personnes arrêtées comme étant des criminels ou des spéculateurs du marché noir. On a également ici, vous voyez le rapport de la préfecture, qui explique donc que sur ces convoqués, 3710 se sont présentés, qu'ils ont été emmenés à Pithiviers et Bonne-la-Rolande, que ceux qui ne se sont pas présentés vont être arrêtés par après et que tout s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qui arrive à ces gens, qui sortent du les lieux et les sites de Pithiviers et Bonne-la-Rolande étaient en fait à la base des camps qui avaient été construits par les Français en prévision des prisonniers de guerre allemands. Comme ces lieux n'ont pas été utilisés par les Français, ils ont été récupérés par les Allemands qui les ont ensuite offerts au gouvernement français pour y accueillir, entre guillemets, pour y interner les Juifs donc arrêtés lors de ce 14 mai. Lorsqu'ils arrivent sur le camp, vous voyez bien que les gens traversent le village de Pithiviers comme ils vont le faire pour Bonne-la-Rolande. Donc il n'y a pas de secret, si vous voulez, les choses se disent, elles s'assument, mais on présente la chose de manière à dire que ces gens ne sont pas des simples tailleurs ou des simples chefs de famille, mais que ce sont des spéculateurs et des personnes mauvaises pour l'ensemble de la société. D'ailleurs, sur les fiches d'internement qui vont être dressées pour ces internés, il y aura marqué comme raison de l'internement en surcharge dans l'économie nationale. Donc, ce camp de Pithiviers a une superficie de 5 hectares, situé dans les faubourgs de la ville, et composé au début de 13 baraques réservées aux internés. 5 autres vont être construites en janvier 1942. Le camp est entouré d'une double clôture de barbelés. Donc, là, pareil, l'arrivée des internés qui traversent la ville. Et ici, vous voyez le camp qui est effectivement très très proche du reste de la ville. Il faut savoir que les internés pourront se rendre en ville et vont même y travailler. Donc, il n'y a rien de secret ici. Donc, une fois qu'on arrive au camp, 2 gendarmes enregistrent chaque interné, prennent leur pièce d'identité, celle qui leur reste, fouillent les valises et les sacs. Cette procédure dure plusieurs heures parce que les premiers internés qui vont pouvoir avoir accès à leur baraque à 5 heures de l'après-midi, les derniers, eux, n'auront accès qu'à 3 heures du matin. Dans chaque baraque, vous trouvez des lits superposés recouverts de paille et la situation crée un tel désespoir au sein des internés qu'on sait même que certains, au bout de quelques jours, vont déchirer leurs vêtements, se laisser pousser la barbe et demander aux autres internés de s'asseoir pour faire shiva en signe de deuil vis-à-vis de ce qui était en train de se passer.
La cour du camp est extrêmement boueuse et les internés vont être obligés eux-mêmes de construire un chemin pavé menant d'une baraque à une autre. On sait que beaucoup d'internés vont être obligés de travailler, que ce soit pour faire des corvées, des travaux, que ce soit à l'extérieur du camp ou à l'intérieur du camp, dans les usines et les industries, comme je l'ai mentionné. Les corvées sont imposées par roulement à raison d'un groupe par semaine. Les premiers à s'organiser sont les coiffeurs et les cuisiniers. Ensuite, à partir de décembre 1941, un certain nombre d'ateliers vont être ouverts, dont des ateliers de tailleurs et de cordonniers. À partir du 1er février 1942, un lavoir va être ouvert et on va également permettre aux internés d'avoir une synagogue dans la baraque 18 du camp. On sait que les internés sont à 80% des internés juifs polonais. La journée début septembre est organisée à peu près de cette manière-là. Lever à 6h du matin, distribution de café à 6h20, déjeuner à 11h45, dîner à 18h30 et couvre-feu à 21h30. Une infirmerie est également organisée dès la première semaine du camp parmi les médecins internés, avec à leur tête le docteur Fischson. Le personnel, lui, est composé de 14 médecins et de 4 infirmiers qui étaient sous l'autorité d'un médecin arien, entre guillemets, nommé par la préfecture du Loiret. On sait que le premier médecin a démissionné au bout de la première semaine, une fois qu'il a vu ce qui était en train de se passer dans le camp. Mais ils ont également travaillé à l'extérieur du camp, et notamment dans les fermes aux alentours du Pithiviers, qui ont employé des internés juifs pour les récoltes de l'été 1941. Ce travail agricole était rémunéré, mais c'était extrêmement bas et touché par le commandant du camp, par l'organisation du camp. Donc plusieurs centaines d'autres ont travaillé dans les usines de Pithiviers, dans la sucrerie de Pithiviers et dans la mélasserie. Ça à partir de septembre 1941. Ça va durer tout le temps en fait de la culture de la betterave. Ensuite, un certain nombre d'internés vont être tournés vers la mélasserie une fois que le travail à la sucrerie sera terminé. On sait qu'un groupe d'internés va également travailler dans la forêt à côté de Pithiviers à partir de novembre 1941. Certains vont également travailler dans la carrière de Pithiviers, mais cela plutôt dans un cadre disciplinaire. Ces gens vont rester internés jusqu'à un an et demi, puisque vous savez que le premier départ en déportation se fait en mars 1942, au départ de Drancy-Compiègne, et on va avoir ensuite des départs qui vont se faire de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Pour le camp de Beaune-la-Rolande, on est à peu près sur le même schéma. Donc là, vous voyez le camp de Pithiviers avec les baraques. Le camp de Beaune-la-Rolande, donc c'est à une vingtaine de kilomètres de Pithiviers, c'est également sous le contrôle de la préfecture du Loiret. Donc pareil, construit sous le gouvernement d'Allier pour accueillir les prisonniers de guerre allemands. Ici, le camp est composé d'une vingtaine de baraques, pouvant accueillir chacune de 120 à 180 personnes. Quelques baraques sont réservées au service du camp, comme lavoir, cordonnerie, cuisine, infirmerie, et également une prison. Une baraque est également consacrée aux représentations théâtrales et aux offices religieux. À Beaune-la-Rolande, le sol des baraques est en ciment, d'autres en bois, un plancher, ce qui fait qu'il fait extrêmement froid l'hiver et très très chaud l'été. Des volontaires sont régulièrement sélectionnés pour aller travailler dans les fermes de la région et également pour assécher les marais de Sologne. On sait que 275 internés divisés en 3 groupes de 90 hommes sont répartis dans 3 fermes abandonnées pour assécher ces fameux marais. Pourquoi utilise-t-on les internés de Beaune-la-Rolande pour assécher ces marais? Parce qu'on est toujours dans la perspective de la propagande antisémite du gouvernement de Vichy, qui présente les Juifs comme étant des parasites qu'il faut mettre au travail. On les met donc au travail pour assécher ces marais et pour travailler dans les fermes. Donc ces 2 camps devaient accueillir un maximum de 4000 personnes et relevaient donc des autorités françaises, la préfecture du Loiret, mais toujours sous tutelle allemande. Les visites des proches sont autorisées ainsi que les courriers, et on sait qu'assez rapidement une résistance clandestine va s'organiser parmi les internés. Ils vont donc créer des journaux clandestins en yiddish, à Beaune-la-Rolande le Unser Lager et à Pithiviers le Pithiviers Konzentration Lager Zeitung. Il va y avoir également un développement d'activités culturelles avec des créations de bibliothèques, des cours, des conférences sont organisées, donc des conférences de mathématiques notamment à Beaune-la-Rolande avec l'ingénieur Sputnik, et également des soirées littéraires
un cercle dramatique à Beaune-la-Rolande, qui représente soit des petits sketchs de Shalom Aleichem, soit des sketchs écrits par les internés eux-mêmes, dont un sketch de Moïse Kinman, dont vous avez vu le billet vert tout à l'heure. Une chorale est fondée, il y a des cours de dessin, des cours de peinture. Quelques libérations se font au début de l'été 41 pour les personnes ayant des problèmes de santé et pour certains anciens combattants. Il y a également des évasions qui vont se faire à l'été 41, notamment par les gens qui sont envoyés travailler dans les fermes ou dans la sucrerie. La Croix-Rouge est présente dans le camp, notamment par le biais d'une infirmière nommée Mademoiselle Roland. Et on sait que pour les internés pratiquants, en plus de la synagogue, il va y avoir des aménagements pour qu'ils puissent pratiquer la cacheroute. Eux ne recevaient pas de viande, mais ils avaient le droit de recevoir une part de lait supplémentaire. On a donc une synagogue installée à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande dans les baraques. Donc le camp va changer de nature avec l'été 42, comme vous le savez, où là vont arriver les familles et notamment les enfants de la rafle du Vel-d'Hiv, plus de 4500 personnes. On sait que 8 convois vont partir de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, c'est-à-dire à peu près 8000 personnes, 6 convois de Pithiviers et 2 convois de Beaune-la-Rolande. Après cela, le camp de Pithiviers va être utilisé principalement pour des internés politiques, généralement communistes, et le camp sera libéré en août 1944. Il va être utilisé à la fin de la guerre pour interner les prisonniers de guerre, les civils allemands et italiens, ainsi que les collaborateurs. C'est ce que vous aurez à Drancy également. Donc là, je voulais vous montrer juste la première page du Petit Parisien, donc du 15 mai 41, le lendemain de la rafle. Vous voyez qui explique ici que 5000 juifs ont été arrêtés et envoyés dans les camps de concentration, c'est-à-dire les camps de Pithiviers-Beaune-la-Rolande. Donc on sait très bien ce qui se passe. On n'est pas du tout dans le déni. C'est donc un internement administratif voulu par le gouvernement de Vichy. Ces camps s'inscrivent dans un réseau de camps, ce que vous avez vu tout à l'heure sur la carte. Et la rafle de mai 41 est importante parce que c'est la première rafle que l'on a contre les Juifs. Et c'est la rafle d'après va être la rafle d'août 41 qui va amener à l'ouverture du camp de Drancy comme camp d'internement pour les Juifs. Et là, on n'est pas toujours en 41, on n'est pas dans quelque chose qui soulève les cœurs, si je puis dire, parce que cette rafle-là, du mois de mai, c'est les gens qui se rendent sur convocation, il n'y a pas de policiers dans les rues, ça ne soulève pas un tollé, c'est quelque chose qui est vu comme une politique de préservation, si je puis dire, de l'État français. Voilà, je vous remercie.